Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était hier dans la région de Gbeke, précisément à Bouaké. Il est allé prendre part à la journée d'hommage des populations au président de la République, Alassane Ouattara. L'Office national de l'assainissement et du drainage ONAD et ses partenaires ont tenu un atelier à l'espace event des deux plateaux lateries. Objectif de cet atelier est la validation de la lettre de politique sectorielle de l'assainissement et du drainage. La Bissa, la fête traditionnelle du peuple Nzima, débute le 25 octobre prochain. Le thème cette année, les 7 familles et sources de l'unité du peuple Nzima. Le lancement de la fête de cette année a eu lieu hier à Grand Bassam au cours d'une conférence de presse. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler de la fraude sur les compteurs au niveau des taxis. Notre invité est M. Yapi Georges Kouassi, le directeur de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes au niveau du ministère du Commerce. Monsieur Yapi, merci d'avoir accepté notre invitation. La suite dans quelques instants pour répondre bien sûr à nos préoccupations. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était hier dans la région de Gbeke, précisément à Bouaké. Daniel Kablan-Duncan est allé prendre part à la journée d'hommage des populations au président de la République, Alassane Ouattara. Les populations de la région de Gbeke sont reconnaissantes au chef de l'État pour toutes les actions de développement initiées en leur faveur. Kader Segodogo, RTI Bouaké. Pièce populaire à l'ancien stade de Bouaké. Les populations de la région de Gbeke, dans toute leur diversité, sont sorties massivement pour manifester leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Les populations de Beomi, de Botro, de Sakassou et de Bouaké, les 4 départements qui constituent la région de Gbeke, ont voulu marquer l'événement à travers une journée d'hommage, de remerciements et de soutien au président Alassane Ouattara pour ses nombreuses actions de développement en faveur des populations de Gbeke. Le maire de Bouaké, Nicolas Dibo, le président du conseil régional de Gbeke, Jean Kouassi Abonoa, sont allés dans ce sens. À leur suite, le ministre Paul Kofi Kofi a eu les mots justes pour traduire la satisfaction de tout le Gbeke. Ici dans le Gbeke, le visage de Bouaké, ville martyre, a changé complètement. Les populations déplacées sont revenues en force. Les affaires reprennent. La sécurité est revenue. Les populations retrouvent la joie de vivre et elles se sont réconciliées entre elles. Elles veulent que le président rempile pour un deuxième mandat. Venu prendre part à la cérémonie en compagnie de plusieurs cadres du RHDP, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a félicité le Gbeke pour son sens élevé de la reconnaissance avant d'inviter l'ensemble des populations à continuer de croire à la vision d'Alassane Ouattara. En effet, ce que je vois autour de moi me convainc que vous êtes venus réaffirmer un seul et même message. Vos porte-paroles l'ont si bien traduit, chacun selon son style. Vous avez dit en termes variés cette simple affirmation. Président Alassane Ouattara, nous sommes avec toi. Président Alassane Ouattara, Yeo Signe. Président Alassane Ouattara, Ambiko. À cette journée d'hommage, de remerciements et de soutien au président de la République, Alassane Ouattara, Daniel Kablan-Duncan a installé officiellement les directeurs régionaux, départementaux et locaux de campagne du RHDP de la région de Gbeke. C'est dans une belle ambiance que la fête a pris fin. Et nous allons écouter les réactions de quelques participants lors de cette journée d'hommage au chef de l'État. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se dirige vers en fait, la qualité, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour pouvoir mener les affaires sont conclues ici. On a les matières premières, on est un pays qui importe beaucoup, donc vraiment on a beaucoup d'opportunités dans ce pays. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre un hommage mérité au président Alassane Ouattara et le remercier pour les travaux qu'il a entamés dans la région du Gbeke. Cette mobilisation pour soutenir cette cause noble, nous voyons aujourd'hui cette action de grâce et cet hommage. Et nous pensons qu'il faut être reconnaissant dans la vie et il faut reconnaître ce qui est bien. C'est une question
bonne conduite d'abord lorsque vous recevez quelqu'un et qu'il se manifeste en faveur de vos intentions, vous lui dites merci. Je pense qu'il ne faudrait pas que nous perdions notre âme. Nous sommes des Africains avant tout, au-delà de toutes les autres considérations politiques. Le président pose des actions tangibles de développement et qui sont connues de tous. On ne peut pas rester à mal cette journée. Les populations de Bouaké représentent le cœur de la Côte d'Ivoire. Et comme on dit, Dieu est dans le cœur. Donc Bouaké détient le cœur de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Et Bouaké est une ville symbole. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire à tous ceux qui sont dans ce pays et en dehors de ce pays, qui hésitent un tout petit peu de rejoindre Alassane Dramane Ouattara, l'avenir du pays est en marche. Ce monsieur est en train de faire un travail formidable pour les générations actuelles et les générations futures. Et nous sommes très heureux de constater que notre pays a tourné la page au désordre. Deuxième grand titre de cette édition, l'Office national de l'assainissement et du drainage ONAD et ses partenaires ont tenu un atelier à l'espace I-22 de Plateau Latrie. Objectif de cet atelier, la validation de la lettre de politique sectorielle de l'assainissement et du drainage. Adama Kamagaté, Abou Sanogo. L'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, les ministères concernés, organismes et partenaires financiers se sont donné rendez-vous pour mieux peaufiner les nouvelles stratégies de développement durable dans le secteur. Objectif, garantir le droit à tous d'avoir un environnement sain où il fait mieux vivre. Moi, État de Côte d'Ivoire, je m'engage à ce qu'en milieu rural, en milieu urbain, les inondations s'arrêtent. En milieu urbain, l'assainissement qui est semi-collectif, qui n'est pas généralisé, puisse l'être. Pour atteindre cet objectif, 2 commissions ont été chargées de valider la lettre de la politique sectorielle de l'assainissement et du drainage. L'une chargée de l'assainissement en milieu rural et protection contre les inondations, avec pour recommandation d'améliorer le taux d'accès à l'assainissement de 33 à 50% à partir de 2016 et 2020. Et l'autre commission assainissement semi-collectif avec pour recommandation de réduire la défécation à l'air libre en milieu rural de 6 à 2% en 2030 et équiper les établissements scolaires, centres de santé en 2016 et atteindre 100% en 2030. L'un des organismes impliqués dans ce projet se félicite quant à la tenue d'un tel atelier. On voudrait féliciter le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour cette démarche qui est vraiment très importante parce qu'elle va constituer un cadre institutionnel et l'assainissement, ça ne doit pas être vu comme une question qui est assez verticale parce que l'assainissement est lié à la santé, c'est lié à la nutrition, c'est lié aussi à la capacité des enfants d'aller à l'école. La lettre de la politique sectorielle de l'assainissement ainsi élaborée sera supervisée par le comité interministériel de l'assainissement et du drainage. Ce comité se réunira une fois par an pour examiner le rapport d'évaluation annuel qui sera présenté par le ministère chargé de l'assainissement et du drainage. Toute autre chose, à présent, la jeunesse du RHDP de la commune de Makori est en ordre de bataille pour les élections à venir. Au cours d'un meeting tenu à Makori, le maire Abi Raoul a appelé la jeunesse de sa commune à prendre une part active à la prochaine campagne présidentielle. Nous allons rester avec Abou Sanogo. Allée et fête du président Alassane Ouattara, le prochain président de la Côte d'Ivoire. Ce sont en substance les propos du maire de la commune de Makori lors d'un meeting tenu dans sa circonscription. S'adressant à la jeunesse RHDP de sa commune, Abi Raoul appelle à la mobilisation en vue du prochain scrutin présidentiel, avec en filigrane la réélection du président sortant. Il faut que nous allons faire campagne auprès de ceux qui n'ont pas voté le Dr Ouattara aux élections de 2010. Il y en a 47%. Donc le discours, c'est d'aller vendre le Dr Ouattara qui a un bilan qui est largement positif. Et également à la tête de la coordination RHDP, le maire de Makori exhorte le bureau communal au travail afin d'atteindre l'objectif énoncé. Un message perçu par les responsables qui entendent œuvrer dans ce sens. Nous sommes prêts à le ratisser sur le terrain, aller dans le camp des partis de l'opposition, car ce sont nos frères et nos cousins. Nous allons les faire ramener à la maison.
La jeunesse RHDP, auteur du slogan « Le chômage n'est pas une fatalité », entend réélire le candidat Alassane Ouattara. Un candidat, selon elle, porteur de projets socio-économiques. Les jeunes entendent donc s'inscrire dans le projet présidentiel pour l'emploi jeune. BUPA, qui signifie Bio Uni pour Ado, a organisé une cérémonie de soutien aux actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Cette cérémonie a été l'occasion pour la population de ce département de réitérer son adhésion à la vision du chef de l'État qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Venant Semane Niamia. Le mouvement Bio Uni pour Ado veut faire la promotion des actions du président Alassane Ouattara. Au cours d'une cérémonie, Zaké Zézé, président de ce mouvement, par ailleurs deuxième adjoint au maire de Bio, a remercié le président de la République pour toutes les actions entreprises pour le développement de cette localité. Développement qui, selon lui, ne s'arrête pas qu'au département de Bio, mais s'étend au pays tout entier. Le député Yao Yao Laza, directeur départemental de campagne du candidat Alassane Ouattara et coordonnateur RHDP du département, a quant à lui insisté sur la mission de l'association qui sera de rendre la mobilisation totale afin de porter le candidat du RHDP à la magistrature suprême avec un taux de participation élevé. Pour mener à bien sa mission, le bureau exécutif du mouvement Bio Uni pour Ado a reçu des mains du parrain de la cérémonie Khalil Konaté un vidéoprojecteur et un ordinateur portable. Ce don va leur permettre de former la population sur le processus de vote afin d'éviter le taux élevé de bulletins nuls. Autre information dans cette édition, le Parti de l'Union pour la démocratie totale en Côte d'Ivoire, UDTCI, apporte son soutien à la candidature de Pascal Affi N'Guessan, prétendant à la magistrature suprême. La présidente Tia Monin Bertine l'a annoncé hier et samedi lors du deuxième congrès ordinaire de ce parti politique. Salibatou Dia, Michel Digré. Une Côte d'Ivoire unie et réconciliée, c'est le souhait de l'UDTCI, l'Union pour la démocratie totale en Côte d'Ivoire. Un vœu que ce parti centriste entend réaliser par l'adhésion à la candidature d'un prétendant au fauteuil présidentiel issu des rangs de notre parti politique. Il s'agit du soutien à la candidature de Pascal Affi N'Guessan, président du Front populaire ivoirien. L'UDTCI appartenant à l'Alliance des forces démocratiques, pour nous, le candidat naturel, c'est le président Pascal Affi N'Guessan, parce qu'il est humble et il a toutes les qualités administratives, politiques. Il a un parcours dense et donc à ce titre-là, c'est lui qu'il faut. Un mot d'ordre que congressistes et militants de l'UDTCI entendent suivre. On est pour parce qu'elle nous conduit toujours dans de bons endroits, donc nous acceptons. Nous pensons que c'est un candidat valable et qui peut conduire le pays à bon train. Depuis la création de ce parti, elle ne nous a jamais trompés et nous savons que ses idées vont nous porter fruit. Un soutien salué par les délégations et représentants de partis politiques alliés, dont le Front populaire ivoirien. Au cours de ce congrès, l'UDTCI, parti politique créé en mars 2006, a appelé ses militants et sympathisants à la discipline pour une élection apaisée. Et c'est un reportage de Salimatou Dia et Michel Digré. La 10e édition de la Journée nationale de la solidarité sera célébrée demain lundi à Bangolo. En prélude à cette journée, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a initié une série d'activités dans les villes de Bangolo et de Diopoué. Voyons ces activités avec F. Boué. Bangolo et Diokoué, deux villes de l'ouest de la Côte d'Ivoire dans la région du Guémon, une zone où la cohésion sociale a été mise à mal durant les années de crise. Aujourd'hui, il n'est plus que question de renforcer le tissu social dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Des journées nationales de la solidarité GNS sont initiées par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Avant la cérémonie officielle prévue le 7 septembre, Bangolo et Diokoué plantent le décor.
Opération de don de sang, conférence publique sur la cohésion sociale et la solidarité. La valeur fondamentale qui est la solidarité s'inscrit dans la cohésion sociale. C'est-à-dire quand je m'inquiète, quand je veux assurer mon bien-être, il faut que je ne vis pas seul. Je vis dans un pays, je vis dans une communauté. Si une cohésion sociale est durable, elle peut induire un développement économique durable. Voilà. C'est important que nous soyons ensemble. C'est important de vivre ensemble. C'est important de faire beaucoup de choses ensemble. Le tissu social, pour qu'il reprenne, il faudrait que les Guérés, les Malinké, Lacan, les Yakuba, tous ceux qui vivent ensemble à l'époque reprennent leur manière de vivre. Parce que s'il n'y avait pas eu de fissures à cause de la crise, nous n'aurions pas parlé de solidarité ni de crise sociale. Des rencontres sportives entre hommes et femmes ont meublé ces journées éclatées. Rappelons que 2015 marque la 10e édition des JNS sous le thème « La solidarité nationale pour des élections transparentes et apaisées ». L'organisation non gouvernementale Voix pour l'investissement économique et social à travers son projet dénommé des boutiques de la banque alimentaire vient en aide aux femmes de l'Aouda, localité de la sous-préfecture de Diegonefla dans le département d'Oubé. Cette ONG a offert du matériel agricole aux différentes associations féminines de la localité pour les aider à se prendre en charge. Abou Sanogo. Du matériel offert aux associations de femmes de l'Aouda, localité de la sous-préfecture de Diegonefla dans le département de Oumi. Un don de l'ONG Vie, Voix pour l'investissement économique et social, à travers son projet des boutiques de la banque alimentaire. Projet qui vise le financement, la commercialisation et la transformation de plusieurs cultures vivrières et maraîchères. La cérémonie de remise de matériel aux associations féminines, suivie du lancement du dit projet, s'est tenue en présence du préfet du département de Oumi, du président du conseil régional du Gor et du maire de la commune de Diegonefla. Les bénéficiaires ont dit leur reconnaissance aux donateurs. À vous, les illustres personnalités de la région du Gor. Nous sommes les ouvrières de cette organisation, mais nous vous sollicitons à être la tête pensante et financière de ce mouvement. L'ONG Vie, Voix pour l'investissement économique, œuvre pour le développement des populations les plus défavorisées en améliorant leurs conditions sanitaires et énergétiques. La Bissa, la fête traditionnelle du peuple Nzima, débute le 25 octobre prochain. Le thème cette année, les 7 familles, source de l'unité du peuple Nzima. Le lancement de la fête de cette année a eu lieu hier à Grand Bassam lors d'une conférence de presse où il a été justement question de cette famille. Doigt de laser. Tam Tam parle. Des pas de danse au rythme de la Bissa. Les touristes nationaux et internationaux vont vivre l'événement culturel du peuple Nzima dans la ville de Grand Bassam. L'édition 2015 de la Bissa est prévue du 25 octobre au 8 novembre 2015. Selon le comité d'organisation, la Bissa 2015 sera marquée par de grandes innovations basées essentiellement sur les notions de la famille, de la solidarité et de la culture de la paix. Nous mettons l'accent particulier pour apprendre autour des familles parce que beaucoup de jeunes, beaucoup de membres ne savent plus à quelle famille ils sont. Il y a des mariages interethniques et que les jeunes ne sont pas élevés forcément dans leur tradition Nzima. Donc c'est l'occasion pour cela de venir à Bassam auprès des chefs de famille et de savoir en fonction du membre Nzima de leur famille, le père, la mère, savoir à quelle famille ils sont rattachés et quel est le chef de famille et quels sont les attributs et pour qu'ils puissent eux aussi s'imprégner de cela. Nous avons annoncé cette année aussi une application pour smartphone qui permettra aux personnes, bien sûr utilisant les technologies de l'information et de la communication, d'être informées sur le programme d'Abissa, ce qui nous permettra aussi de voir qu'on peut faire une bonne alliance entre la tradition et le modernisme et que les outils de communication peuvent aussi être des moyens de transmission de la tradition. 2 semaines d'activités intenses autour du thème « Famille source de l'unité du peuple Nzima ». Les visiteurs vont donc découvrir en cette période festive la sortie du roi, la critique sociale, le bilan des activités du peuple Nzima et la prestation des différentes familles alliées.
Et RT1 sera au rendez-vous. Le studio Paul Amewishi de Radio Côte d'Ivoire a abrité vendredi la finale du concours Première Antenne, un concours de détection de jeunes talents en journalisme et en animation radio. Il a été organisé par la radio Fréquence 2. 6 candidats se sont affrontés en présence d'hommes de médias et des responsables justement de la RTI. Abou Sadogo. Ce sont les 6 candidats finalistes du concours de détection des jeunes talents dénommé Première Antenne. Concours organisé par la radio Fréquence 2, Fréquence Jeune qui a connu son apothéose ce vendredi au studio Paul Amewishi de Radio Côte d'Ivoire. Ces candidats ont compétit en 3 poules de 2 personnes dans les catégories journalisme et animation radio devant un jury composé de professionnels des médias. À l'issue des différentes prestations, le vote des auditeurs et la délibération des membres du jury ont désigné comme vainqueurs Guy Palika, animateur, et Eli Loussouko, journaliste. C'est une passion pour nous l'animation et quand on nous met sur la scène, sur un plateau, on nous offre l'opportunité de nous exprimer. Et bien pour nous, c'est avec joie qu'on le fait. Je veux dire à la jeunesse ivoirienne de ne pas baisser les bras, de ne pas courir vers les plaisirs. Je crois que nous avons du potentiel, nous sommes fournis. En Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de jeunes qui sont intellectuels. Je crois qu'il faut s'adonner au travail. C'est devant un public composé d'hommes de médias, de parents de candidats que les finalistes ont fait montre de leur talent de journalistes et d'animateurs. Toute chose qui a réjoui le directeur de Fréquence 2. Vous savez que le cœur de cible de Fréquence 2, c'est la jeunesse. Nous appelons cette jeunesse-là quotidiennement à écouter sa radio, Fréquence 2. Et pour nous, il était important quand même que nous servions de plateforme d'expression et de révélation pour les jeunes. Et donc aujourd'hui, vous avez vu une très belle finale de jeunes animateurs, de jeunes journalistes. On espère. En tout cas, c'est pour des lendemains meilleurs pour la radio en Côte d'Ivoire et surtout pour Fréquence 2. Ce concours de détection de jeunes talents a démarré en début de vacances avec 56 candidats. Il est à sa 2e saison. Abou Sadogo, le rideau s'est refermé vendredi dernier sur la 15e édition du Club Ivoire, le concours international du court-métrage qui met en compétition les jeunes réalisateurs de l'espace UEMOA. Et pour cette édition qui s'est ouverte le mardi 1er septembre, c'est Upland, le film de 13 minutes du jeune réalisateur ivoirien Jean-Michel Biya qui a remporté le Grand Prix Kodjo et bouclé. Guillaume Zéré, venant semaine, Niamien. Club Ivoire 2015, c'est fini. Et pour cette 15e édition du Festival international du court-métrage, c'est le jeune réalisateur ivoirien Jean-Michel Biya qui remporte le Grand Prix Kodjo et bouclé avec Upland, film hommage à la Côte d'Ivoire, terre d'accueil. Nous avons nos histoires nous-mêmes et j'exhorte tous les jeunes réalisateurs africains de nous faire rêver aussi, de faire rêver l'Occident avec nos réalités d'ici. Ça a été un festival réussi, d'abord par la qualité des films qui ont été projetés, tant au niveau du son qu'au niveau de la lumière, qu'au niveau des scénarios. Vraiment, il y a eu un bon qualitatif. Cinéma et cohésion sociale, c'est le thème de cette édition pour mettre le 7e art au service de la paix sociale et de l'intégration africaine. 9 prix ont été au total décernés. De 2 millions de francs, le prix Kodjo et bouclé est passé à 5 millions de francs CFA, tandis que les 2 autres dotés des prix UEMOA sont passés d'1 million à 3 millions de francs CFA. Nous les appelons jeunes réalisateurs parce qu'ils sont à leur début. C'est de faire de ces jeunes des réalisateurs, des professionnels. Et les résultats sont assez éloquents. Les directeurs de cinéma de l'espace UEMOA ont arrêté des résolutions pour dynamiser le cinéma ouest-africain. Ils veulent par exemple que la théorie soit liée à la pratique dans les écoles. Le prix UEMOA du meilleur documentaire est revenu. À perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Quand Saga, un film sénégalais, enlevait le prix UEMOA de la meilleure fiction. Un mot de religion, les églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire ont leur président. Il a été élu par acclamation le mercredi 2 septembre dernier. Éric Goré, Sèche-Colia. L'Organisation commune des églises en service, c'est le nom de la nouvelle structure religieuse qui vient d'être créée. Elle regroupe en son sein les églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. L'organisation a pour objectif de favoriser l'union, la solidarité, l'entente entre les lieux de culte et permettre aux pasteurs de parler d'une seule et même voix.
Élu par acclamation, le pasteur Yao, nouveau président de cette organisation, a pour mission de valoriser l'image de l'Église et des chrétiens en général. Le président de l'Organisation commune des églises en service promet également créer une caisse de retraite des pasteurs, un fonds d'aide pour les pasteurs et pour financer les églises. C'est le grand rassemblement. Il faut que toute la famille, toute la corporation pastorale, évangélique, toute la famille évangélique soit rassemblée, de manière à ce que tout le monde travaille pour un seul but, arriver à assainir la corporation pastorale, à assainir le milieu évangélique à l'horizon 2020. L'idée de défendre la cause des hommes de Dieu est bien perçue par les principaux bénéficiaires. L'Organisation commune des églises en service veut apporter un sang nouveau dans la vision de l'Église. Elle ambitionne d'étendre ses actions au-delà de la Côte d'Ivoire. Ce dimanche, nous allons parler de la fraude sur les compteurs au niveau des taxis. Notre invité est M. Yapi Georges Kwasi, directeur de la métrologie, du contrôle de la qualité de la répression des fraudes au niveau du ministère du Commerce. M. Yapi, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant notre entretien, je voudrais vous inviter à suivre ce reportage d'Astou Touré et Christelle Ménon, justement sur la fraude au niveau des taxis compteurs. Les compteurs eurokilométriques désormais sous contrôle. Tout conducteur de taxi compteur ou propriétaire de taxi est sommé de se rendre chez un balancier agréé par le ministère du Commerce pour se munir d'un certificat d'installation primitif ou une attestation de conformité de réparation périodique. La décision relève du ministère du Commerce en partenariat avec la Société ivoirienne de contrôle technique automobile et industriel SICTA. La raison, les fraudes constatées sur les compteurs eurokilométriques. Les taxis devront donc présenter obligatoirement à la visite technique l'une de ces deux pièces. Des agents veilleront au strict respect de cette nouvelle réglementation dans les deux centres de visite du district d'Abidjan, à savoir Abata et Vridi. Cette lutte contre les compteurs truqués a pour objectif d'assainir le secteur et de lutter efficacement contre la cherté de la vie. Les usagers de taxi sont donc invités au respect de ces mesures en exigeant la mise en service du compteur eurokilométrique ou taximètre. Première semaine de mars 2016, début du contrôle, des agents commis à la tâche sillonneront les communes du district d'Abidjan. Un commentaire de Christelle Ménon. Monsieur Yapi, qu'est-ce qu'un compteur eurokilométrique? Un compteur eurokilométrique est un instrument de mesure qui permet de déterminer le tarif du transport d'usager qui doit payer en fonction de la distance parcourue et du temps mis. Eurokilométrique ou taximètre? C'est ça. Il y a un abus de langage, monsieur Yapi. Non, c'est pas abus de langage que les gens appellent le chauffeur de taxi taximètre. Sinon, c'est l'instrument qui s'appelle compteur eurokilométrique ou taximètre. C'est donc le conducteur de taxi, bien sûr, conducteur de taxi. Lui, c'est le chauffeur de taxi. Et donc pas taximètre? Non. Alors, quels sont les types de contrôles que vous effectuez sur les compteurs eurokilométriques? Avant de répondre à cette question, souffrez que je rappelle que les dispositions de la réglementation qui réglemente le contrôle des compteurs eurokilométriques ou tous les instruments de mesure d'une manière générale est la loi 62-214 du 26 juin 62 définissant les unités de mesure et réglementant les instruments de mesure en Côte d'Ivoire prévoit 4 types de contrôle. Le premier est l'étude et l'essai des modèles d'instruments de mesure en vue de leur approbation. Le second contrôle est la vérification primitive, question de s'assurer que les instruments qui sont en service sont conformes à un modèle bien approuvé. Ensuite, vous avez la vérification périodique qui permet de s'assurer que l'instrument qui est en service a été soumis à la vérification primitive et qui répond aux prescriptions réglementaires et qui est conforme à la réglementation. Et enfin, vous avez la surveillance du marché qui permet de savoir si l'instrument a été soumis aux 3 vérifications que je viens de décrire tout à l'heure et est conforme à la réglementation. Alors, M. Yapi, vous avez parlé tout à l'heure de contrôle. Qui effectue ces contrôles? Le contrôle est effectué par la direction de la métrologie du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. Mais pour des raisons techniques, le ministère du Commerce, à travers l'arrêté numéro 12 du 21 juin 2011, a habilité la Société ivoirienne de contrôle technique automobile, la SICTA, à opérer la vérification primitive et la vérification périodique pour son compte. Alors, je voudrais parler maintenant des instruments, les compteurs eurokilométriques. Et vous-même, à votre niveau, les instruments que vous utilisez, est-ce que ces instruments sont fiables? Est-ce que ces compteurs sont de qualité? Est-ce que ces compteurs sont fiables? Bien entendu, quand vous voyez la description que je viens de faire,
les différents niveaux de contrôle et la technicité et les outils performants dont dispose la SICTA, je peux garantir que les instruments sont de très bonne qualité. Vous êtes du ministère du Commerce, donc vous confirmez que ces instruments sont performants? Ces instruments sont performants. Au niveau de la SICTA, vous dites? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, depuis quand est-ce que vous avez lancé l'opération? Cette opération de contrôle a démarré le 3 août dernier et prendra fin le 2 mars prochain, 2016. Reprenez, s'il vous plaît. Le démarrage effectif, c'est le 3 août 2015 et ça prendra fin le 3 août. 3 août. Il y a de cela, il y a de cela un mois de cela. Et un mois. Oui, un mois. Un mois. Et 6 mois après, disons le 2 mars 2016, cette opération prendra fin par la phase de sensibilisation. La phase de sensibilisation 2015-2016. Pour l'instant, nous sommes dans la phase de sensibilisation. Alors, c'est un mois de sensibilisation déjà, je veux dire. Alors, combien de taxis est-ce que vous avez déjà pu contrôler? Aujourd'hui, nous sommes à 1461 instruments compteurs qui ont été contrôlés. 1400 1461. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté? Bien entendu, nous avons constaté qu'il y a certains compteurs qui ne sont pas conformes, ont été retirés. Ceux qui n'ont pas été bien ajustés n'ont pas reçu le certificat de visite que la SICTA a établi à l'issue d'une vérification. Alors, la sensibilisation, vous l'avez démarrée où? Je voudrais bien comprendre. Je dois dire qu'avant le démarrage effectif de cette opération, il y a eu des séances de travail avec tous les acteurs, à savoir les propriétaires de taxis, les chauffeurs de taxis, les balanciers. Ensuite, nous avons eu des conférences de presse que nous avons eu à animer. Il y a eu des communiqués radio et puis derrière, cela justifie notre présence sur ce plateau. Nous sommes toujours dans la phase de sensibilisation. Presse écrite, radio Côte d'Ivoire, je veux dire. Bien sûr, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, vous êtes passé et maintenant vous êtes sur la RTI 1 pour inviter justement les propriétaires de taxis, les conducteurs de taxis à se conformer, à aller se faire contrôler. Bien sûr, bien sûr. Nous invitons. Alors, l'impact justement de ces contrôles? L'impact, tous les acteurs y gagnent quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, aucun citoyen n'emprunte un taxi sans chercher à négocier. Pour la simple raison qu'on estime que le compteur est truqué. Aujourd'hui, avec ce contrôle, le trucage sera vraiment soit plus d'actualité. Comment? Puisque dans le schéma du contrôle, lorsque un usager ou un propriétaire de taxi, un chauffeur de taxi envisage faire la visite technique de son véhicule, il doit faire un tour chez un balancier. Le balancier va ajuster le compteur. Après l'ajustement, le balancier va lui remettre le certificat d'installation primitive ou l'attestation de conformité de réparation périodique. Muni de ce document, il va se présenter à la SICTA pour effectuer la vérification périodique ou primitive. Au terme de la vérification, la SICTA va poser une étiquette verte sur le compteur. C'est une manière pour nous de montrer à la population que l'instrument en question est conforme. Ensuite, nous apposons des autocollants sur la portière avant droit, côté droit du véhicule pour montrer aux usagers que l'instrument a été vérifié par l'administration. Avant droit, côté passager, vous voulez? Côté passager. Très bien, allez-y. Côté passager pour montrer aux usagers que ce compteur a subi la vérification périodique du ministère. Alors, M. Yapi, je voudrais qu'on détaille un peu plus l'impact pour le conducteur de taxi. Oui. J'arrive, excusez-moi une minute. Le conducteur de taxi, le client et le propriétaire, celui qui a le taxi, qui mène cette activité commerciale. Oui, le propriétaire de taxi aujourd'hui, compte tenu du fait qu'il y a une absence de contrôle, les propriétaires de véhicules sont victimes de beaucoup de vols. Il y a des compteurs qui sont volés, alors qu'un compteur coûte en moyenne 150 000 francs. Et les propriétaires de taxi peuvent perdre 2 ou 3 compteurs lents. Vous voyez le manque à gagner. Donc, avec ce schéma de contrôle, il n'y aura plus de... 3 compteurs lents. Oui. Ils peuvent changer parce qu'il y a des vols. Et donc, aujourd'hui, avec ce dispositif... C'est de par votre expertise que vous avez toutes ces informations, je suppose. Bien sûr. Et donc, une fois que le compteur est volé, vous ne pouvez plus aller l'installer, puisque, selon la réglementation, le modèle d'un compteur est tenu d'être installé par un balancier agréé. C'est-à-dire qu'un balancier est rattaché à un modèle ou plusieurs modèles. Donc, si vous voulez le compteur alpha de M. Yao, vous ne pouvez pas installer le compteur chez M. Yapi, par exemple. Pourquoi pas. Voilà. Alors, justement, est-ce que ces compteurs sont fiables? Je rassure que est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on fabrique ces instruments?
Non, la plupart de ces instruments sont importés. Mais c'est pourquoi le législateur a prévu qu'avant que le compteur ne soit mis en service, une étude soit faite en vue de l'approbation du modèle. Maintenant, ma préoccupation, est-ce que ces compteurs sont fiables? C'est fiable puisqu'il y a des études qui ont été faites par nos experts de maison agréés pour pouvoir approuver le modèle, sinon les modèles de tous les instruments qui sont en service en Côte d'Ivoire. Les experts du ministère du Commerce? Du ministère du Commerce, nous avons des balanciers agréés comme experts qui travaillent pour le compte du ministère du Commerce. Un balancier, c'est qui? Le balancier, c'est lui qui est habilité à installer et à réparer un instrument de mesure. Et lorsque ces compteurs, ces instruments sont défaillants, est-ce que le propriétaire est fait ou le conducteur de taxi, qu'est-ce qu'il fait? Il peut avoir deux cas de figure. Lorsque l'instrument est défaillant, qui peut être réajusté, le balancier le réajuste et l'instrument est remis en service. Dans le cas contraire, il est retiré il est mis hors de service. Alors, monsieur Yapi, vous avez dit à l'instant, vous disiez à l'instant tout à l'heure, comment pouvoir contrôler ces conducteurs de taxi, ces chauffeurs de taxi, peut-être qu'ils peuvent, malgré eux ou bien volontairement, triquer, falsifier ces différents compteurs. Alors, je voudrais comprendre, au niveau de la chute, lorsqu'on prend un taxi-compteur, on sait que l'Ivoirien, de plus en plus, a l'habitude de dire je quitte Cocody pour le plateau, par exemple, 1000 francs, 1500 pour le coup. Il commence à négocier dès qu'il entre dans le taxi. C'est ça. De monsieur. Alors au niveau de la chute, je voudrais bien comprendre, c'est combien de minutes il faut pour que ça commence à être décompté? Je dois dire que conformément à l'arrêté interministériel 409 du 21 juillet 2008, lorsque vous empruntez un taxi, le tarif est de 100 francs. Et chaque 60 secondes ou chaque 250 mètres parcourus, la chute est de 40 francs. 40 francs? 40 francs. Chaque 60 secondes ou chaque 250 mètres parcourus. Vous comprenez avec moi pourquoi est-ce que les Ivoiriens aiment négocier? Parce que lorsqu'on part de Cocody pour le plateau, par exemple, lorsqu'il y a les embouteillages ou le trafic jam, comme on le dit communément, on est dans le taxi, ça commence à décompter parce qu'il y a un embouteillage juste devant. Oui, monsieur Assa. Vous comprenez pourquoi est-ce que les Ivoiriens aiment négocier? Dans tous les pays du monde, il y a l'embouteillage. On ne peut pas enlever les embouteillages. Mais je dois rassurer que quand on négocie, ce n'est pas toujours à l'avantage de l'usager. Parce qu'aujourd'hui, les compteurs sont fiables. Par le passé, c'était possible. Mais aujourd'hui, avec les dispositifs de contrôle que le ministère de Commerce vient de mettre en place, je pense que les compteurs ne seront plus truqués. Et vous verrez qu'aujourd'hui, tout le monde pourra maîtriser son budget en termes de transport. Et de plus en plus, on a des rues et des routes au niveau du district d'Abidjan, là où il y a les taxis-compteurs. Parce que, parlant de la Côte d'Ivoire, il n'y a qu'Abidjan où il y a les taxis-compteurs. C'est ça, au niveau de la sous-région. Très bien. Alors, en cas de fraude? Oui, en cas de fraude, lorsque vous manipulez un compteur, la loi dont je viens de faire allusion tout à l'heure a prévu les sanctions. L'amende part de 36 000 à 10 millions. 36 000 à 10 millions lorsque l'instrument est falsifié. Lorsque l'instrument n'est pas conforme à la réglementation, l'amende part de 36 000 à 6 millions. 36 000 à 6 millions. 6 millions. À 6 millions lorsque l'instrument n'est pas, le modèle n'est pas approuvé. Mais lorsque l'instrument a été falsifié, manipulé pour tromper le consommateur, l'amende part jusqu'à 10 millions. Alors justement, M. Yapi, quelle garantie pour que ces instruments ne soient pas falsifiés au niveau de la Côte d'Ivoire? Je l'ai indiqué tout à l'heure. Ces instruments viennent de l'Europe, des États-Unis, de l'Amérique, de façon générale, de l'Asie, de la Chine et autres. Mais dès lors que ces instruments arrivent ici, ces instruments peuvent être falsifiés. Quelle garantie? La garantie, c'est que le législateur a tout prévu. En introduction, je vous avais indiqué, avant qu'un instrument de mesure ne soit mis en service, une étude est faite en vue de l'approbation du modèle. Donc les experts maison font une étude pour voir si cet instrument-là peut véritablement fonctionner sur nos cieux. Tout simplement parce qu'il y a des facteurs exogènes qui peuvent agir sur le bon fonctionnement de l'instrument. Une fois que le modèle est approuvé et que l'instrument peut être fabriqué, les séries peuvent être fabriquées, en ce moment-là, on fait une vérification primitive pour la première fois. Ensuite, la vérification périodique et la suivante du marché. Pour ce cas de figure, une fois que la vérification est faite par la SICTA, au niveau de la SICTA, un autocollant, une étiquette verte est apposée sur le compteur. Question de montrer à l'usager que ce compteur-là est déjà vérifié, il est conforme. S'il y a une tentative de falsification, il doit le savoir. Donc son premier réflexe en empruntant un taxi, c'est de voir si le compteur porte une étiquette verte. Et puis bien entendu, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, terminer la phase de sensibilisation à partir du 2 mars, vient la phase de suivi du marché.
où tous les agents vérificateurs du ministère du Commerce, avec l'appui de la brigade de gendarmerie du ministère du Commerce, nous allons nous mettre sur les voies publiques pour surveiller, pour voir si le compteur n'est pas truqué. Alors, combien de taxis, on va en venir justement à la brigade de gendarmerie qui vous accompagne, combien de taxis ont déjà été contrôlés? Je disais 1461, mais comme il y a des cas de revisite, aujourd'hui il y a eu 2284 visites techniques qui ont été effectuées au niveau de la SICTA. Sur combien de taxis il y a sur 1400, 1500 environ. Puisqu'il y a des revisites. Lorsque la visite n'a pas été positive, effectivement, le compteur repart. Monsieur Api, je voudrais qu'on reprenne. Combien de taxis ont déjà été contrôlés? 1461. Sur combien de taxis à Abidjan? Sur 12 000. 12 000. Ah, voilà qui est beaucoup plus clair. Alors, justement, en cas de fraude, au niveau du conducteur, au niveau du propriétaire, parce que ça peut arriver, quelles sont les sanctions? Et puis vous avez défini qui est balancier. Si le balancier lui-même, il fraude. Si le balancier lui-même, c'est le ministère du Commerce qui lui a donné l'agrément pour exercer cette fonction. En cas de fraude, l'agrément lui est purement, simplement retiré. Il ne pourra plus exercer cette fonction de balancier. Alors vous avez parlé de la gendarmerie, vous également au niveau du ministère du Commerce. Est-ce que vous avez les hommes qu'il faut justement pour effectuer tout ce contrôle? Oui, le ministère du Commerce a un effectif de... Vous n'avez pas d'une brigade, hein? Nous avons une brigade. Oui, c'est combien de personnes? Combien de gendarmes? Oui, une brigade de gendarmerie, c'est 9 ou 8 personnes. 9 ou 8 personnes? Minimum, en tout cas. Mais en cas de contrôle, comment vous faites? En cas de contrôle, nous amenons... Lorsque le contrôle va être d'envergure, je veux dire. Oui, ce sont des contrôles inopinés que nous allons mener. Inopinés? Pour 8 personnes, 8 gendarmes? Oui, mais on peut demander l'appui technique, voilà. L'appui de la brigade de la police, de la gendarmerie d'ailleurs, pour pouvoir renforcer le dispositif militaire au sein du ministère du Commerce. Je voulais parler de la brigade de gendarmerie. Oui, gendarmes et policiers, parce que les policiers sont également outillés pour ce genre d'exercice de travail. Alors la sensibilisation a commencé quand? La sensibilisation a commencé depuis, j'allais dire, plus d'un an. Plus d'un an. Puisque avant le démarrage de cette opération, il y a eu des séances de travail avec tous les acteurs que je viens de citer tout à l'heure, les balanciers, les propriétaires de taxis, les chauffeurs de taxis, tout le monde a été sensibilisé. Et elle prend fin quand cette sensibilisation? Elle prend fin le 2 mars 2016. 6 mois. 6 mois. 6 mois, 2 mars 2016. Voilà. Et après le 2 mars, à partir du 2 mars... À partir du 2 mars vient la phase de surveillance. Surveillance et répression. Répression, tout à fait. Voilà. Et vont en partie tous ceux qui vont vouloir frauder. Vraiment. Alors, comment vous joindre? Que faire? Lorsque moi je prends un taxi, elle va à ça, journaliste à TI1, je prends un taxi, je me rends compte que ce taxi a envie de frauder ou il a fraudé, qu'est-ce que je fais? Je dois rappeler que le ministère du Commerce, dans sa mission de répression, a mis à la disposition de tous les consommateurs des numéros verts. Deux numéros verts. Vous avez le 80 00 00 99 ou le 20 31 02 20 et le 80 08 00 09. Monsieur Api, vous allez reprendre pour les téléspectateurs. Je disais le 80, 2 fois 00, 99, le 20, 31 02 20. Oui, allez-y. Et le 80 08 00 09. 80 00 00 99 20 31 00 20 non 80 02 20 02 20 pardon 80 08 00 09. C'est ça. Voilà. Monsieur Abi, ce sera votre mot de la fin. Notre mot de la fin, c'est de dire à toute la population, à tous les acteurs, à savoir les balanciers, que cette opération est dans leur intérêt. Comme je le disais tantôt, aucun Ivoirien, aucun citoyen ivoirien n'emprunte un taxi sans chercher à négocier. Pour la simple raison qu'on estime que les compteurs sont truqués. Concernant les balanciers, voilà les agents qui ont été agréés par le ministère du Commerce, qui paient régulièrement leurs impôts, mais n'arrivent pas à vivre de leur métier. Pour la simple raison que certaines personnes qui sont tapies dans l'ombre, dans les arrière-cours, dans les maisons inachevées, souvent même pas des cimetières qui procèdent à l'installation, à la réparation des compteurs. C'est un peu cynique. Oui, mais c'est ça la réalité aussi. Au niveau des propriétaires de taxis qui sont victimes de braquage ou de vol de taxis aujourd'hui, avec ce dispositif de contrôle, avec l'appui technique de la SICTA, je pense que tout le monde y gagne et que cette opération, c'est un moyen aussi de lutte contre la vie chère. Voilà. Justement pour lutter contre la vie chère. Pour lutter contre la vie chère. Parce que quand vous prenez... Avec ce contrôle, justement. Quand vous prenez les 12 causes de la vie chère, vous avez le transport.
Très bien. Alors, M. Yapi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos préoccupations. C'est la fin de ce magazine de ce dimanche. C'est également la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI1.